La primavera. Il y avait des filles pour tous les garçons. Le vent d'Italie faisait voler les jupons. Des mains sur mes hanches, les yeux dans les yeux. Nous étions si heureux. Il y avait l'orchestre du fin de pays. Des fleurs sur le top cueillies dans le champ voisin. Toi tu m'avais choisi, j'étais ta reine de la fête italienne. À la primavera, où tu m'avais dit je t'aime. À la primavera, j'avais 15 ans à peine. La primavera, le printemps de ma vie en Italie. Il y avait mes frères, mon oncle Léon. Tout le monde dansait avec le bandoneon. Sous le ciel de Rome, on était si bien. Est-ce que tu t'en souviens? Si nos deux familles sous la véranda parlaient politique, moi je rêvais dans tes draps. Tu disais Giliola, tu es ma reine de la fête italienne. À la primavera, où tu m'avais dit je t'aime. À la primavera, j'avais 15 ans à peine. La primavera, le printemps de ma vie en Italie. À la primavera, où tu m'avais dit je t'aime. À la primavera, j'avais 15 ans à peine. La primavera, le printemps de ma vie en Italie. La primavera, le printemps de ma vie en Italie. La primavera. Vendredi saint, changement d'ambiance et de décor. Pour les fêtes pascales, l'armée nous avait donné une permission. Ce jour-là, sous la conduite de notre président de club, Philippe Pahu, nous prîmes la route d'Andorra Marina. Notre président avait choisi ce lieu d'entraînement pour deux raisons. Ciorta avait déjà un climat privilégié pour pouvoir s'entraîner au mois d'avril. Les rives de la Méditerranée, elles, avaient en plus un décor totalement différent de celui du sud des Alpes. Deuxièmement, nous nous trouvions sur les lieux mêmes où avait lieu chaque année l'une des classiques cyclistes les plus cotées, Milan-San Remo, ou la Primavera, comme l'appelaient les tifosi, la classique du printemps. En effet, après 10 heures de route, nous arrivions au bord de la Méditerranée, à quelques kilomètres seulement de San Remo et de la célèbre Via Roma, où Eddy le Magnifique avait battu le record de Constantin Girardingo, qui totalisait 6 victoires, alors que Eddy Merckx, lui, en avait ajouté 2 de plus à son palmarès. Que d'agréables souvenirs avec ces 3 superbes journées passées en terre d'Italie. J'ai encore en mémoire cette montée du Capo Berta sous les oliviers. Contrairement à ce que j'avais l'habitude de voir chaque année, ces oliviers n'étaient pas posés sur un sol jaune et brûlé, mais au contraire, ils reposaient sur un tapis vert tendre. À certains endroits, des olives trop mûres jonchaient le sol, telles des cerises au moment propice de la cueillette. Comme toile de fond, une mer bleue à perte de vue. Le ciel, le soleil et la mer. François de Guelt n'était pas là pour nous le chanter,
mais Philippe Pahu avait été là pour nous y conduire. De retour au pays, au service de la patrie. Le décor redevenait plus sérieux et ordinaire. Les oliviers de la côte s'étaient métamorphosés en sapins, des plats de spaghettis bolognais en rösti et nos cadres de course allégés au maximum en machines militaires chargées d'une mitrailleuse. Quant à la ligne d'arrivée, aucune similitude entre la vie à Roma et la barrière du poste de garde. Nous passâmes alors quelques semaines à la caserne. Un jour que nous étions à l'instruction dans le bois avoisinant la caserne, le lieutenant me fit demander pour un bref entretien. Il me fit comprendre qu'il n'en tenait qu'à moi de boucler mon année 1975 sans même avoir à chercher un nouvel emploi. Et ce fut de cette façon que le lieutenant Wüthrich devait me proposer de prendre du galon. Étant donné vos capacités physiques et intellectuelles, j'ai de bonnes raisons de croire que vous feriez un excellent sous-officier. Seriez-vous intéressé à faire une école de sous-officier? Ben là, t'en rajoutes un peu. Capacité physique, je veux bien, mais me flatter sur mon intellect, t'en rajoutes un petit peu, là, quand même. Dans le fond, bof, qu'est-ce que je risque? Oui, ça me dérangerait pas. Je suis justement sans emploi jusqu'à la fin de l'année. Ça occuperait bien mon temps. Mais alors, il faudrait que je puisse la faire cette année. Parce que si je commence chez un nouvel employeur, je me vois mal lui dire, en commençant, le printemps prochain, je vais devoir m'absenter 5 mois pour aller faire une école de sous-off. Je pense pas qu'il y ait de problème. C'est d'ailleurs ainsi que la plupart des sous-offs ont fait. Donc, vous allez pouvoir faire aussi. Avez-vous déjà un emploi en vue? Pas encore, mais l'an dernier, j'ai fait une demande au service des jardins de la ville d'Yverdon et on m'a répondu qu'il y aurait une place d'un concours à fin 75. Si à la fin de l'année, vous n'avez toujours pas d'emploi, écrivez-moi et j'en parlerai dans les différents établissements avec lesquels je fais affaire régulièrement. Ah, vous êtes aussi horticulteur? Oui, c'est ma profession. Mais je travaille pour la coop. J'achète les plantes chez les privés et je fournis les magasins. Dès cet instant, ce point que nous avions en commun allait grandement favoriser nos relations. Le jour le plus long. Après 2 mois de caserne, ce fut le départ pour une première manœuvre, la dislocation de combat. L'objectif de cette opération était d'apprendre à se comporter au combat avec ou sans machine, pour provoquer des attaques surprises ou encore développer des systèmes de défense, que ce soit d'un lieu précis ou simplement les abords d'un village, par exemple. Ce fut par une froide matinée d'avril, alors que la neige tombait à ne pas voir à 50 mètres, que la compagnie du premier lieutenant Schlapach prenait le départ à machine pour Dürnech, un village situé à environ 15 km de Aarau. 2 jours nous furent nécessaires pour atteindre ce village argovien. Cette première journée fut très pénible. La lenteur à laquelle nous nous déplacions faisait paraître les heures interminables. J'aurais tellement aimé rouler de façon à pouvoir me réchauffer, car durant toute la journée, la neige ne cessa de tomber. En roulant, n'eût été que 5 km à l'heure, plus rapidement, on serait ainsi arrivé plus vite au lieu de l'escale journalière. Nous étions partis à 5h30 de Drognens, et à 1h le lendemain matin, nous roulions encore. Alors que nous descendions une côte, sur une route secondaire, j'allais être victime de la fatigue. M. Pahu m'en avait parlé, mais je n'avais jamais voulu le croire. Tu verras quand tu t'endormiras sur ton vélo et que tu te réveilleras en bon talus. Oh, vous croyez pas que vous exagérez un petit peu? S'endormir sur un vélo, faudrait déjà le faire. Lui aussi avait fait son armée dans les cyclistes et avait vécu les mêmes expériences 20 ans auparavant.
Il me paraissait totalement invraisemblable, n'ayant pas encore vécu l'expérience, que l'on puisse s'endormir en pédalant. Et pourtant, après 20 heures de trajet, à une vitesse de 12 km à l'heure, ma résistance à la fatigue succombait. Alors que nous croisions une voiture, ses phares m'aveuglèrent. Instinctivement, je fermai les yeux pour éviter leur lumière agressante, mais mes paupières étaient si lourdes que je n'eus même pas la force de les réouvrir. Lorsque ma roue avant heurta le bord de la chaussée, je me réveillai brusquement. Heureusement pour moi, cette alerte se termina sans dommage ni blessure. À partir de cet instant-là, je n'avais plus qu'une idée en tête, m'arrêter et dormir. J'aurais dormi n'importe où. Je ne demandais qu'une chose, avoir la tête à l'abri de la pluie, et pour le reste, je voulais juste dormir. Ce n'est qu'à 1h30 du matin que le commandant de compagnie donnait l'ordre de nous arrêter dans une ferme pour y passer la nuit. La neige, qui avait fondu sur mes habits mêlés à la transpiration, me laissait dans un total inconfort. J'étais trempé jusqu'aux os et n'avais aucun habit pour me changer. Personne ne nous avait mis en garde. Je dois avouer, pour ma décharge, que je n'avais jamais de ma vie vécu une telle expérience, et j'étais pris au dépourvu. Elle allait me servir de leçon pour l'avenir, et il était certain que l'on ne m'y reprendrait plus. À défaut de dortoir, ce fut dans la grange, sur un tas de foin, que la section des mitrailleurs passait la nuit. C'est donc avec une tenue d'assaut complètement détrempée que je tentais de me faire un trou dans le tas de foin pour m'isoler du froid. Pendant plus d'1 heure, j'essayais en vain de dormir. J'y étais enfin parvenu depuis à peine 30 minutes, quand une main me secouait énergiquement. « Hey, Burde, auf, wach, garde !»« C'est pas vrai, tu peux pas demander à un autre. » J'étais de très mauvaise humeur. Alors que je venais à peine de m'endormir, c'était à mon tour d'aller faire ma ronde de garde. Le seul point positif, j'allais pouvoir me réchauffer. En effet, pour retrouver la chaleur de mon corps, je me mis à marcher rapidement autour de la ferme, allant même jusqu'à surprendre des officiers présents sur les lieux de par mon énergie et mon engagement. S'ils avaient pu lire à l'intérieur de moi-même à cet instant-là, ce n'est certainement pas un élan de zèle ou d'engagement d'un militaire convaincu qu'ils auraient vu. Cette nuit de souffrance achevée, nous reprîmes la route dès l'aube pour atteindre Durenech dans l'après-midi. Là, nous fûmes bien logés, confortablement dans une salle de gymnastique. Depuis notre départ de la caserne, nous avions accumulé énormément de fatigue. Inutile de dire, même si nous étions dans un village, que les premiers soirs après notre arrivée, ce ne fut pas au bistrot du coin que l'on allait les passer. Sitôt l'appel du soir terminé, les 4/5 de la compagnie étaient couchés. Durant ce séjour à Durenech, nous allions expérimenter le camping en forêt, à 5 sous 2 toiles de tente durant 1 semaine. Quelle ne fut pas notre satisfaction, à la fin de la semaine, de retrouver notre halle de gym. Un jour où nous étions sur le terrain d'exercice, je bavardais avec mon porteur d'affût, Bertrand Moutet. Je connaissais ses qualités de grimpeur dans les courses ouvertes, mais ce jour-là, sa détermination et son assurance me semblaient un peu exagérées. Cette année, je gagnais à travers Lausanne chez les amateurs, l'année prochaine chez les élites et dans 2 ans chez les pros. Il paraissait sérieux en me dévoilant ses buts, mais j'avais peine à le croire, car quelques jours auparavant, alors que nous participions à une course de côte dans le cadre des activités physiques de la compagnie, j'étais arrivé premier avec plus de 3 minutes d'avance sur lui. En faisant le rapprochement entre mes propres résultats dans les courses ouvertes et le résultat de cette course de compagnie, ses prétentions me paraissaient tout à fait démesurées. Et pourtant, cette même année, au mois d'octobre,
je m'étais rendu à Lausanne en spectateur pour assister à cette grande classique. Ma surprise fut de taille lorsqu'au sommet de la rue du Petit Chêne, le Jurassien de Merveilliers se présentait en compagnie de 4 autres échappés. Et ma surprise fut totale lors du résultat final. Moutet terminait 3e. Je commence à croire que nos machines militaires et nos cadres sur mesure étaient 2 choses totalement différentes, si je m'en réfère à ce résultat. Cette parenthèse de cycliste terminée, je tourne aussi la page sur cette dislocation de combat à Durenech. Puis ce fut le transfert vers Oy-Diemtigen, dans l'Oberland bernois, pour vivre cette fois notre dislocation de tir en montagne. Si les nuits passées sous nos toiles de tente en forêt avaient été plutôt fraîches, on était encore loin de se douter de ce qui nous attendait au Seeberg. Un jour seulement nous fut nécessaire pour atteindre Diemtigen. Pour une fois, nous roulions à une vitesse agréable. Sans doute devait-elle être agréable uniquement aux cyclistes de compétition, puisque seul le groupe du caporal Pérou parvint dans ce petit village de l'Oberland bernois avec son armement complet sur les machines. Même Gilbert Fallet, le solide tireur 3 du caporal Minder, avait abandonné et chargé son affût sur un camion. Les 2 autres groupes, suisses alémaniques de la section des mitrailleurs aussi, avaient dû alléger leurs machines pour parvenir à Diemtigen. Dès notre arrivée, notre première impression fut de croire que nous étions privilégiés d'être cantonnés dans le grenier d'un hôtel. Mais le lendemain, une réalité beaucoup plus dure nous attendait. La véridique histoire des gars du Seeberg. À peine avions-nous terminé de déjeuner que nous montâmes sur nos machines pour prendre la direction de la montagne. Où donc allait nous mener cette petite route de montagne, à peine plus large que l'essieu d'un tracteur? Après environ 2 heures de selle et de marche, nous atteignîmes un vieux chalet d'alpage qui devait servir de garage à nos machines durant près d'1 mois. Ce chalet était situé au pied des pentes enneigées de cette vallée de l'Oberland bernois. À partir de cet endroit, la section des mitrailleurs allions être pourvue d'une paire de skis munis de peaux de phoque. L'armement que nous allions transporter jusqu'au sommet de la montagne nécessitait le port de skis pour ne pas nous enfoncer dans la neige. Les autres sections, elles, étaient chaussées de raquettes. Une fois la compagnie tout équipée, nous prenions le départ, les mitrailleurs en tête, pour gagner un chalet d'alpage situé à 1800 mètres d'altitude. La surface de mes skis n'étant pas suffisante pour porter le total de mes 140 kilos de pression, dû à mon propre poids ainsi qu'à mon équipement, à chaque glisse que je faisais pour aller de l'avant, mes jambes s'enfonçaient dans la neige. Ma progression devenait de plus en plus difficile. Dès le départ, je m'étais trouvé en 4e position, derrière le commandant de compagnie. Le matériel que j'avais à acheminer vers les sommets était mon sac de couchage, mon fusil d'assaut et ma mitrailleuse. Je mentirais en décrivant que ces bagages ne représentaient qu'un léger handicap pour participer à l'épreuve qui nous attendait. Nous avions à peine parcouru de 2 à 300 mètres que déjà l'un des premiers de la section se laissait dépasser. Après 1 ou 2 kilomètres de violents efforts, je me retrouvais seul derrière le commandant. Il serait faux de dire que durant cette ascension, je n'eus jamais l'idée, moi aussi, de me laisser dépasser. Mais ma fierté et mon orgueil me l'interdisaient. Même les Suisses alémaniques, qui semblaient bâtis comme des armoires à glace et qui n'avaient qu'une mitrailleuse à transporter, avaient lâché prise. Cela devait encore plus stimuler ma fierté et ma rage de vaincre. Dans la trace du commandant, je le suivais de si près qu'à plus d'une reprise, mes skis embarquaient sur les siens et lui décrochaient ses peaux de phoque. Quand pour la 3e fois, ma maladresse lui décrocha ses peaux, il s'arrêta. Cette fois, ça va être ta fête. Il va te demander si tu le fais exprès. 1 ou 2 fois, c'est pardonnable, mais davantage,
Faudrait quand même pas pousser, hein? Lorsqu'il se retourna, effectivement, il s'adressa à moi. Mais ce ne fut pas pour me faire des reproches. Bon, on va attendre un moment. Lorsqu'à mon tour je me retournais, je n'en croyais pas mes yeux. Que les hommes portant des charges aient lâché prise, c'était encore logique. Mais pas un sous-off, pas un chef de section, même pas l'un de ces Suisses allemands, qui étaient nombreux dans la compagnie à chercher des points pour leur avancement, pas un ne nous avait suivis. Nous avions de 150 mètres à 200 mètres d'avance sur le premier des rescapés de la compagnie. Nous fîmes donc une pause pour permettre à l'effectif des 88 hommes qui composaient la compagnie d'être à nouveau rassemblés. Quand cela fut fait, nous reprîmes l'ascension. Comme il nous restait encore 1 ou 2 kilomètres avant d'arriver sur les lieux de notre nouveau cantonnement, le premier lieutenant Schlapach, pour permettre à la compagnie d'arriver au complet, dut considérablement réduire la vitesse. Après des heures de souffrance à transporter notre matériel jusqu'au sommet des cimes, nous étions arrivés. Ce jour-là, le temps était magnifique, le ciel était bleu et le soleil de la partie. Par contre, lorsque nous allâmes prendre possession de notre cantonnement, l'enthousiasme sur nos visages était loin d'être évident. Notre dortoir, pour les semaines à venir, était une écurie de montagne, comme il en existe beaucoup dans les chalets d'alpage. Cela ne me dérangeait pas du tout, mais par contre, il n'y avait pas de paille sur le plancher de bois, et de ce fait, la seule isolation entre nos corps et le plancher était l'épaisseur de nos sacs de couchage. Sur le moment, nous étions tellement fatigués après les efforts que nous venions de fournir que notre seul désir était de pouvoir dérouler nos sacs de couchage et même si le plancher était de bois, nous relaxer à l'intérieur en tenue légère. Ce désir put se réaliser après avoir rangé nos armes dans le magasin de matériel et après avoir pris un léger souper. Et ce fut à partir de cet instant qu'allait commencer la véridique histoire des gars du Seeberg.